3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce mercredi qui, vous avez l'habitude, est synonyme de Best of the Live en mode Crystal Ball. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor du jour, Foodies, qui est issu des Food Mood Tours, des balades gourmandes qui ont lieu notamment à Limoges, à Rennes, à Nantes et à Lille. Alors Foodies, c'est quoi ? Déjà, c'est un site internet, mais surtout une application pour les gourmands comme moi qui va être lancée dès le mois de janvier. Et cette appli, elle va être cool. Sur les villes de Limoges, Rennes, Nantes, Lille et même Paris, elle vous proposera toute une liste d'établissements très cool déjà, qui proposeront des produits locaux, frais et faits maison. Mais en plus de ça, vous pourrez choper des avantages, et ça c'est le plus intéressant. Et ouais, dans tous les restos, salons de thé, coffee shop et j'en passe qui sont partenaires, vous choperez des réductions là-bas en étant membre de Foodies, minimum 10% sur la note totale. Ajoutons à ça l'offre de bienvenue qui est super avantageuse lors du premier passage et rapidement, si vous êtes addict au resto comme moi, ce sera très vite rentabilisé. Et en plus de ça, vous savez quoi, là en ce moment c'est les préventes jusqu'au 10 décembre et si vous prenez votre abonnement d'ici là, vous aurez entre 40 et 60% de réduction, un truc de grand malade. Ajoutons à ça les 10% de plus que vous obtiendrez avec le code promo le 6e homme et réellement, votre abonnement, il va vous coûter une bouchée de pain. Et d'ailleurs, c'est très en rapport avec le sujet de l'application. Alors let's go, si vous habitez à Paris, Lille, Nantes, Rennes ou Limoges, ou que vous avez des proches qui vivent là-bas, vu que c'est bientôt Noël, petit malin, c'est le moment de vous abonner à cette application. Encore une fois, je vous rappelle, en ce moment, les prix sont super réduits, alors on n'hésite plus. Jusqu'au 10 décembre, on s'abonne tous. Avec Foodies, on va kiffer. Shut up and take my money. Mais bref, revenons au sujet du jour qui va parler des Rising Stars, ou plutôt des meilleurs jeunes en NBA qui ont 23 ans ou moins actuellement. L'idée, ça va être de les classer, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, le concept, je vous l'explique plus en détail juste après. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quels sont les meilleurs jeunes en NBA cette saison ? Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de parler des Rising Stars en NBA, c'est-à-dire la crème de la crème, j'adore cette expression, des joueurs qui ont 23 ans et moins et qui sont déjà des stars, voire même des superstars pour certains, et dont l'avenir paraît potentiellement radieux, et dont le présent déjà est bien glorieux. En fait ça c'est un concept que j'avais déjà fait l'année dernière, et je kiffe bien l'idée de le reprendre chaque année pour voir un peu comment ça évolue, afin de voir si certains confirment ou non, tout en voyant quels sont les noms de ceux qui prennent la place, de ceux qui du coup eux deviennent trop âgés pour rester dans ce ranking. Là par exemple, on avait des Jason Tatum, des Trae Young ou des Shai Gilgeous-Alexander qui ont tous 24 ans désormais et qui sont tous maintenant trop âgés pour rentrer dans ce classement. Mais c'est comme ça, c'est le cycle de la vie si j'ai envie de dire, et ce qui est cool c'est que ça laisse aussi la place à d'autres, donc on va voir qui les a remplacés. Après là par contre, plutôt que de vous présenter mon classement dans l'ordre de 6 à 1 comme je l'avais fait l'année dernière, j'ai décidé de changer un petit peu ça, parce que moi je veux pas trop non plus vous influencer à fond, et je sais que ça m'est reproché parfois dans les commentaires, donc moi je vais plutôt vous présenter les joueurs par ordre alphabétique, parce que ouais, les projets comme celui-là, ce que je kiffe, c'est quand il y a de l'interactivité avec vous et que vous me donnez vraiment votre avis. Voilà pourquoi, via des sondages, encore une fois, le classement c'est vous qui allez le faire au fur et à mesure, et je le dévoilerai en toute fin de live, en vous présentant aussi le mien que j'ai fait, et qui est déjà de côté, qui bougera pas, histoire de comparer, pour voir si on est d'accord ou pas sur ce classement de 6 à 1 parmi les 6 joueurs que j'ai choisis. D'ailleurs, ce sera aussi l'occasion à la fin, juste avant le classement, de vous faire des mentions, parce que ouais, j'ai gardé que 6 joueurs aujourd'hui, parce que c'est le chiffre que je prends à chaque fois, et faire le cut a été très rude, parce qu'il y a pas mal de joueurs dont j'avais envie de parler, et non, il a fallu que j'en garde 6, et voilà, je vais vous présenter les 6, mais je tiens quand même à faire mes mentions à la fin. Donc ouais, tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses à analyser, j'ai hâte qu'on parle de tout ça, alors on va y aller tout simplement. Pour commencer, voici la Melo Ball. Et là, j'avoue, c'est dur d'évaluer son niveau actuel au vu du faible nombre de fois où on l'a vu en tenue cette saison. Lui qui comme son grand frère Lonzo, a un peu tendance à enchaîner les pépins physiques et qui lui aussi a des chevilles qui sont plus que fragiles. Mais bon, c'est sûr, c'est embêtant, mais c'est pas pour ça que je vais oublier tout ce qu'il a montré depuis son arrivée en NBA et que je l'en crois plus capable. Parce que oui, quand je fais ce classement, je peux pas prendre en compte que cette saison pour évaluer qui sont les meilleurs joueurs de 23 ans et moins. Si quelqu'un a fait des choses avant cette saison, c'est pris en compte aussi, vraiment on n'évalue pas que les meilleurs joueurs de cette saison, sinon effectivement la Melo Ball avec seulement 3 petits matchs joués, il aurait pas eu sa place. Mais moi là il y a des choses dont je me rappelle, c'est que durant ses premières saisons, la Melo, j'ai beaucoup aimé les progrès qu'il a montrés dans absolument tous les secteurs du jeu. Aujourd'hui c'est vraiment un joueur accompli, qui en plus d'être un playmaker de talent, c'est aussi un mec qui fait lever les foules, grâce à ses passes de zinzin, des passes aveugles, des passes dans le dos, des passes super précises. C'est un mec qui semble posséder un œil derrière la tête, mais qui est aussi devenu un vrai scoreur,
très agressif en transition et en pénétration, mais aussi un mec de plus en plus sûr sur ses mid-range et sur ses tirs à 3 points. Ça aussi, c'est un secteur dans lequel il a énormément progressé. On a un mec avec la mélo qui joue avec beaucoup de flow, beaucoup de confiance, et en plus d'être spectaculaire, son basket, moi je trouve, est de plus en plus efficace, ou en tout cas était de plus en plus efficace, même si ça va vite revenir, en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est un gars qui pèse dans tous les domaines sur le terrain, des passes au point, en passant par les rebonds et les interceptions, et c'est un joueur très complet, qui est capable de faire des triples-doubles très régulièrement. Et là ça se voit à Charlotte, et c'est aussi là que je me rends compte de sa valeur, même cette saison quand il est pas là, c'est que son absence pèse vraiment fort. L'équipe sans lui perd son basket, et lui je trouve qu'il incarne parfaitement le dicton « un seul être vous manque et tout est dépeuplé », parce qu'en ce moment clairement chez les Hornets tout est dépeuplé. Et c'est le sentiment un petit peu qu'on observe chez cette équipe qui est menée par Steve Clifford là, parce que Lamelo, après avoir manqué les 13 premiers matchs de la saison, il a commencé doucement sur son premier match, sans trop de minutes, le temps de se remettre dans le rythme. C'est pour ça que ces stats là qui sont affichées sont pas hyper parlantes, elles correspondent qu'à 3 matchs de cette saison. On voit que son adresse n'est pas encore ouf, qu'il perd aussi pas mal de ballons, mais ce qu'on a vu, c'est que le rythme, il a vite fini par le retrouver. Dès son deuxième match, il a permis à sa team de mettre fin à une série de 8 défaites, il a vraiment pesé dans cette victoire, et dès le troisième, il arrivait à prendre un premier coup de chaud déjà, avec 26 points à 5 sur 8 à 3 points. Donc ça montrait déjà qu'il était en train de revenir dans de bonnes dispositions. Sauf que dommage, qu'il il soit refait la cheville dans ce match-là, et depuis, on l'a toujours pas revu sur un terrain de basket. Donc en vrai, au départ, moi j'avais un petit peu hésité à le mettre dans les 6, puis je me suis ressaisi, et je me suis dit, quand même, le mec, c'est pas parce qu'il est blessé qu'il a perdu son niveau, pas du tout, il est toujours bon, et ça, même sur ce faible échantillon, il nous l'a montré. Il faut juste un peu de temps pour se remettre de sa blessure à la cheville, qui visiblement est hyper fragilisée, vu la manière dont il se l'est refaite, et pour laquelle il faut prendre des précautions. Sans ça, moi, sans cette blessure, j'ai aucun doute sur le fait que Lamelo est encore capable de faire un step cette saison, et de progresser encore. Sur les 3 petits matchs qu'on a vus, il était toujours aussi actif, il était énergique, il était volontaire. Moi, j'ai pas de souci avec ça, l'envie était là, et c'est déjà un bon point. Et c'est pour ça, je pense, trop d'envie, limite, qu'il est revenu si tôt à la compétition, trop tôt visiblement pour sa cheville. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que les Hornets ont vraiment besoin de lui, et leurs résultats récents le prouvent. Quand il est sur le terrain, il rend la vie plus facile à tous ses coéquipiers, grâce à son QI basket qui est très développé, son playmaking et sa vision de jeu, tout en étant capable de prendre les matchs à son compte, avec un sens du panier qui est hallucinant, et une capacité à mettre des circus shots qui sont déments. Moi, j'adore la façon dont il se tortille en l'air, qu'il encaisse le contact et qui va réussir à finir grâce à un toucher qui est très précis, qui est très soyeux. C'est le genre de mec qui est capable d'aller chercher des victoires rien que grâce à son talent. Et ça, pour moi, déjà, c'est la marque des excellents joueurs. Ajoutons à ça qu'il fait le spectacle, qu'il apporte un vrai coup de projecteur sur la franchise, même si c'est pas l'argument qui m'importe le plus aujourd'hui pour juger du niveau des joueurs. Moi, j'aime quand même le préciser. Et ça montre aussi son charisme et l'impact qu'il peut avoir. Et avec tout ça, on s'en rend compte. Même si on a tendance à l'oublier, Lamelo, parce qu'il est blessé actuellement, c'est un crack. Et pour moi, même si avec lui, je fais pas du tout des Hornets mes favoris, même s'il revient en pleine forme, et je pense pas qu'ils gagneront beaucoup de matchs, parce que l'objectif, il semble plus proche du tanking pour Victor que du titre, peu importe. Moi, je pense qu'on a un Lamelo qui mérite sa place parmi les 6 Rising Stars, en tout cas les 6 joueurs de 23 ans ou moins que j'évoque aujourd'hui. Bon, Luka Doncic, est-ce qu'il y a besoin de parler de lui trop longtemps ? Non seulement vous le connaissez parfaitement, mais en plus on a déjà largement évoqué son cas la semaine dernière dans la vidéo sur les awards pour le trophée du MVP. Donc le mec, a priori, il fait un début de saison qui est au moins top 3 MVP, il a des stats légendaires, déjà all-time, que vous pouvez voir, qui sont affichés. Autant dire que non seulement à 23 ans c'est insane, mais en plus, évidemment, s'il est déjà candidat pour le MVP, je l'ai mis dans ma liste en mode no-brainer. Bon, je vais quand même développer un petit peu, en faire un peu plus, je crois, parce qu'on pourrait presque arrêter là, mais non, c'est nécessaire, et je veux parler un petit peu de tous. Et de toute façon, quand on parle de Luka Doncic, moi je veux revenir sur ce débat éternel qui est toujours le même, avec certains qui affirment sans cesse qu'il est pas assez bien entouré, en disant qu'il gâche son talent avec cet effectif qui n'est pas assez bien complet, pas assez talentueux et pas assez complémentaire à son jeu pour espérer gagner des titres, et les autres qui sont dans l'autre extrême, qui disent que Luka est un joueur exceptionnel, mais qui est surtout un soliste, et que tant qu'il fera tout seul, tant qu'il portera autant la balle, tant qu'il fera pas suffisamment confiance à ses coéquipiers, ceux-ci pourront pas l'aider à aller loin, donc il peut être aussi fautif. C'est aussi moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi le propre des superstars de rendre les autres meilleurs. C'est facile de toujours dire il est pas assez bien entouré, il y a des superstars, et il y en a pas mal, les plus grandes ont réussi à faire ça, elles ont réussi à faire en sorte
que leurs coéquipiers se surpassent, même s'ils n'étaient pas ouf, qu'ils se surpassent pour gagner collectivement et même les aider à atteindre pour certains un niveau All-Star. Plusieurs légendes avant lui ont porté des joueurs que personne n'attendait jusqu'à un niveau exceptionnel, jusqu'au All-Star Game, et clairement je me dis qu'en plus de la défense, même s'il y a du progrès cette saison dans la défense de Luka, c'est le prochain axe de progression pour Luka Doncic, ça apprendre vraiment à impliquer plus les autres et à les rendre meilleurs. Mais pour ça, ce sera peut-être pas le seul responsable non plus, et c'est sûrement aussi, moi je veux pas non plus lui jeter la pierre complètement, c'est sûrement aussi à Jason Kidd de trouver le bon système autour de lui pour éviter que son attaque de Dallas devienne trop stéréotypée, et c'est peut-être un petit peu le problème du côté des Mavs. On verra d'ailleurs ce que la venue de Kemba Walker pourrait apporter à côté de lui. Je sais que c'est un vétéran, qu'on en attend plus beaucoup, mais à mon avis il y a rien à perdre et ça peut être qu'une bonne surprise, ou au pire quelqu'un que tu utiliseras pas. Donc la question, elle est toujours là, est-ce que Doncic est trop soliste ou est-ce qu'il est pas assez bien entouré? Moi je pense qu'il y a sûrement un petit peu des deux, même s'il a des circonstances atténuantes, et à mon avis la question est sûrement bien plus complexe qu'il n'y paraît. En tout cas, on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui. J'ai déjà fait des sujets à ce propos, donc on va pas revenir sur ce débat. À vous de placer le curseur où vous voulez, mais moi à mon avis, il y a vraiment des responsabilités des deux côtés. Maintenant, on peut donner des exemples. Un Michael Jordan, par exemple, qui a commencé à gagner quand Phil Jackson est arrivé à Chicago, et quand le coach lui a fait comprendre que c'était vraiment en diminuant ses stats individuelles et en impliquant plus ses potes, plus ses coéquipiers, quel que soit leur niveau, qui pourrait s'octroyer des titres. Et c'est peut-être le next step, ça, dans la progression de Luka. Sauf que Michael Jordan, il a fait ça quoi, à 25-26 ans. Luka, il en a que 23. Il a peut-être encore le temps. Mais aujourd'hui, c'est sûr que, peut-être encore plus qu'avant, même plus qu'à l'époque Jordan, mais toutes les superstars, aussi bonnes soient-elles, elles gagnent des titres dans un collectif où tout le monde est impliqué, pas en jouant le hero ball ou le 1 contre 1 à foison, un petit peu comme ça se passe actuellement à Dallas. Et tant que ce sera pas le cas chez les Mavs ou autour de Doncic, j'ai tendance à croire qu'il restera un joueur qui mettra des tonnes de points, qui fera des stats complètement ouf, mais qui n'ira pas au bout. Donc ça, c'est ma vision actuelle sur Luka Doncic, mais je suis pas du tout fataliste parce que je me dis justement qu'il a 23 ans. Et justement, stop un peu, arrêtons la critique et ouvrons un petit peu les yeux, parce que certes, ok, il est pas encore tout à fait parfait, certes, il a encore une marge de progression, et tant mieux, ça montre qu'il peut vraiment atteindre un niveau de ouf, mais regardez, en fait, on fait preuve d'une exigence de fou avec un gars qui a seulement 23 ans. Déjà, j'en suis à le comparer à un Michael Jordan qui comme je disais, a dû attendre les 25-26 ans pour connaître son déclic, et on est d'une sévérité avec Doncic à son âge, je trouve ça complètement dingo. Mais en même temps, si on oublie qu'il a que 23 ans et qu'on le critique déjà comme un vétéran, c'est que justement son talent est exceptionnel et il faut s'en rendre compte. Déjà, il joue comme une superstar top tier. Non seulement son niveau de jeu est ouf, il peut scorer sur n'importe qui, dans toutes les positions, il peut noircir toutes les colonnes de la feuille, faire des triples-doubles, il peut accéder au cercle n'importe quand, grâce à sa filouterie, grâce à ses appuis, il peut lire le jeu de façon élite, il peut s'amuser à ridiculiser n'importe quel défenseur dès qu'il le souhaite, il peut scorer 34 points par match, regardez, c'est un truc de fou, même en jouant solo, et ça, justement, même quand tu joues tout seul, en NBA, 34 points par match, croyez-moi, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée de n'importe quel clampin, et encore moins quand on voit comment les défenses adverses, soir après soir, essaient de proposer un système pour arrêter Doncic. Le mec, tu peux tout tenter, dans le meilleur des cas, tu le limites un peu offensivement, mais non, tu l'arrêtes pas totalement, et c'est ce qui fait la force de Luka Doncic. Mieux encore, si je veux parler de son mental, c'est un mec qui possède un esprit de compétition de dingo. Quand les playoffs arrivent année après année, c'est un mec qui augmente son niveau de jeu, et l'an dernier, mine de rien, malgré tout ce qu'on peut potentiellement lui reprocher, il a atteint les finales de conférence avec Dallas, alors que personne n'attendait l'équipe à ce niveau, en terminant lui avec 32 points de moyenne par rencontre, et en terminant meilleur marqueur de la post-season, rien que ça, et pour la deuxième année de suite en plus à seulement 23 ans. Donc là, actuellement, il continue sur son rythme des playoffs de l'an dernier, il est et de loin le meilleur scoreur de la NBA, et le pire c'est qu'il peut encore viser plus haut, parce que pour l'instant, ses shoots à 3 points veulent pas trop rentrer, quand il y aura de la régularité là-dessus, si ça se trouve, il peut encore augmenter sa moyenne de points. C'est complètement dingue. C'est ce genre de gars qui provoque des maux de tête à chaque match au coach adverse, et surtout, je le répète, vu qu'il a que 23 ans, c'est sûrement que le début, on n'a pas fini d'en entendre parler du Slovène. Alors ouais, pas besoin d'en faire beaucoup plus, même s'il sera plus là l'année prochaine, dans ma vidéo des Rising Stars 2024, parce qu'il aura 24 ans, évidemment que cette année, il mérite sa place, et ça m'étonnerait pas que dans le classement final, il finisse très très haut dans vos votes finaux. Passons à Anthony Edwards, qui je dois le dire me déçoit pas mal depuis le début de la saison. Ça vraiment je peux pas le nier. Pourtant, j'ai quand même décidé de le mettre dans les 6 et je vais me justifier.
parce que effectivement, encore une fois, je ne prends pas que en compte ce début de saison, et ce qui a été fait avant, vraiment, a eu pas mal d'importance pour moi, et quoi qu'il arrive, moi, ça me semble important de pas juger du niveau définitif d'un joueur sur seulement quelques semaines, quand il a eu plusieurs saisons derrière lui. Et chez lui, moi, ce que j'aime chez Edwards, c'est que malgré un jeu à risque, ça reste un scoreur qui est très gifté, qui sait marquer des points avec efficacité, avec de bons pourcentages aussi, et ça, c'est important de le dire, vu la difficulté des shoots qu'il prend, et moi, j'ai toujours pensé que son développement serait lié à son adresse de loin, son adresse à 3 points au moment de sa draft, vu le nombre de shoots externes qu'il tire par match en fait, malgré ses qualités en drive. Et là, voir qu'il tourne à 46% au global et à 36% de loin, je me dis que c'est propre, surtout quand on voit sa sélection de shoot qui est difficile, comme je disais. Et c'est encore plus propre pour un joueur qui en ce moment ne semble pas vraiment en confiance. Il a une sacrée maladresse au lancer franc, en tout cas par rapport à d'habitude. Ça n'a jamais été aussi faible depuis le début de sa carrière, en 3 saisons, en tout cas en 2 saisons plus quelques semaines de la saison 3. Et ça prouve que oui, effectivement, dans sa tête, il y a peut-être quelque chose qui cloche actuellement, et espérons que c'est temporaire, mais pour un joueur de 21 ans, moi je suis pas trop inquiet. Quoi qu'il en soit, peu importe, on a un mec qui a vraiment d'énormes qualités pour mettre la balle dans le panier, et quand on voit en plus de ça comment ses capacités athlétiques lui permettent de tout exploser près du cercle et de fuser en transition, ça rajoute encore des choses à son bagage et dans sa capacité à mettre des points, encore une fois. D'un point de vue physique ou d'un point de vue du talent, le Ant-Man semble tout posséder pour devenir une superstar, vraiment. Du coup, ouais, rien que pour son niveau intrinsèque pur, je pense qu'il a sa place dans cette sélection. Cependant, s'il veut se montrer à la hauteur à l'avenir et y rester dans ce ranking dans les années qui viennent, je demanderais de sa part plus de régularité qu'actuellement, un mental plus accroché aussi, et plus de maturité. À la fois, c'est un mec qui, quand il est en totale confiance, il nous régale tout le temps dans les interviews, il nous fait rire, il se compare au futur GOAT avec bien sûr un peu de sérieux mais un peu d'autodérision, et il le fait avec le sourire et c'est cool, je trouve ça rafraîchissant. Et justement, quand il est un petit peu dans ce mood, dans cette confiance, c'est là qu'il joue son meilleur basket. Mais autant, quand il a dans des moments de down, comme c'est le cas depuis le début de la saison, ce qui montre est moins hypant, il se fait plus discret, il semble moins prendre de plaisir, que ce soit sur le terrain et dans les interviews. On le voit moins énergique pendant les matchs aussi, moins agressif, et surtout moins patient. Et ça, pour moi, la patience, c'est quelque chose qui va devoir bosser. Là, parfois, plutôt que de continuer à taffer pour aider son équipe, le temps qu'elle trouve ses automatismes, et c'est normal qu'une équipe qui vient d'intégrer Rudy Gobert doive trouver des automatismes, j'ai l'impression qu'il baisse un petit peu les bras en restant attentiste et en voyant si les choses vont se faire toutes seules. Voilà, quand il a pas la balle, il regarde ce qui se passe, il laisse les autres faire plutôt que d'essayer de se démener pour peser aussi. Et quand il l'a, il peut forcer un petit peu plutôt que de laisser le jeu venir à lui. En tout cas, c'est ce qu'on voit depuis ce début de saison. Maintenant, est-ce que c'est catastrophique ? J'ai envie de dire absolument pas, et encore moins pour un joueur de seulement 21 ans. Et c'est pour ça, encore une fois, que je tiens à remettre les choses à leur place. C'est vrai qu'il peut décevoir un petit peu en ce moment, au vu de ce qu'il a montré lors de ses 2 premières saisons et au vu des espoirs suite à ça qu'on pouvait placer en lui. Mais nous aussi, moi je lui reprochais de pas être assez patient, mais nous aussi je pense qu'on doit être patient avec lui et qu'on n'a pas besoin d'être trop sévère concernant ses soucis qui pour moi ressemblent plus à un manque de maturité, comme je disais, qu'à de réelles failles, et c'est pour ça que j'ai quand même pas trop de doutes sur son niveau. Une carrière NBA c'est toujours fait de haut et de bas, et ça Edwards est en train de l'apprendre, et maintenant il va juste devoir mieux gérer mentalement et émotionnellement toutes ces périodes de downs, et j'ai aucun doute qu'il y arrivera. Ce qui est rassurant en plus, c'est qu'à ses côtés il a un Karl Anthony Towns qui a exactement vécu la même chose en début de carrière, des périodes très hautes, des périodes plus basses, et qui a décidé de le prendre sous son aile, de le mentorer, et à mon avis ça peut être un bon exemple, il peut donner des bons conseils des bons conseils au Ant-Man, le 4. Donc la clé pour moi, pour Edwards, ce sera la régularité, lui qui jusque-là a déjà fait 4 matchs à 30 points ou plus depuis le début de la saison, ce qui est très fort, mais aussi 4 autres matchs à 15 points ou moins, et ça j'en veux de moins en moins, je veux de plus en plus de matchs à 30 points, et de moins en moins de matchs à moins de 15 points. Donc pour le moment, même si je sais pas jusqu'à quand, ces failles un petit peu mentales et de confiance, en tout cas ce moment de down qu'il connaît, je lui pardonne sans souci. Je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, voilà, 21 ans, je le répète, je lui pardonne. Donc ouais, c'est pour ça qu'il a une réelle place dans ma liste, j'ai toujours aucun doute sur son talent. Heureusement tout de même qu'il a montré lors de la saison précédente qu'il valait mieux que ce qu'il montre en ce début de campagne, notamment en termes d'attitude. Sans ça, j'aurais peut-être eu du mal à le classer si j'avais que pour échantillon ce qu'il a montré cette saison, mais globalement, moi c'est un joueur, je suis persuadé, qui fait partie des meilleurs joueurs de 23 ans au moins à seulement 21 ans, et rien que ça c'est déjà très fort.
Pour le joueur que je vous présente maintenant, le quatrième joueur pour aujourd'hui, c'est un nouvel entrant, parce qu'il n'était pas dans mon classement l'année dernière. Il a 22 ans aujourd'hui, et vu son niveau de ces derniers temps, la saison dernière et même cette saison, ça me fait super plaisir de le mettre dans ce ranking, de le mettre dans cette liste en tout cas. Voici Darius Garland. Déjà, l'an dernier, alors que peu de monde l'attendait à ce niveau, je trouve moi qu'il a posé vraiment les bases. En montrant qu'il pouvait assumer la responsabilité de leader des Cavs en tournant à des career high au point, au rebond et au pass, il a glané sa première sélection All-Star. Et déjà c'est lourd. En plus de ça, moi je trouve, et c'est notable, son adresse était très bonne, de près comme de loin, et définitivement on a un meneur de jeu qui a surpris vraiment dans le bon sens. Là, maintenant qu'il a 22 ans, il devait confirmer cette saison, et je trouve que la mission pour lui était pas simple vu ce qui s'était passé à Cleveland. Avec l'arrivée de Donovan Mitchell, on pouvait se dire que, en plus du temps d'adaptation qui serait nécessaire pour bien jouer avec lui, pour développer des automatismes sur cette traction arrière, Garland aurait moins de tickets shoot, moins de responsabilités, il devrait partager avec Mitchell, et peut-être qu'il reviendrait surtout à un rôle de passeur surtout, de playmaker, mais que nenni. Le mec sur ce début de saison est juste sur une autre planète en vrai. Donovan Mitchell, il assume sans souci son rôle de nouveau leader des Cavs, mais Garland, lui, c'est un lieutenant de super luxe, ou alors un leader bis vraiment. On a un gars qui shoot toujours divinement bien, qui a encore augmenté ses pourcentages, de loin comme de près aussi, pour atteindre une moyenne qui est carrément exceptionnelle, 44% à 3 points depuis le début de la saison, moi je trouve ça insane, et en plus de ça, tout roule pour son équipe, et l'impact qu'il a sur la win, je trouve qu'il est plus du tout à démontrer. Darius Garland est un joueur super précieux, super valuable. En fait, l'an dernier, on pouvait reprocher à l'attaque de ces Cavaliers d'être sûrement trop Garland dépendante. Elle était trop prévisible. Et dès qu'il y avait une grosse pression sur Garland, on avait une équipe des Cavs qui galérait un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec la présence de Mitchell à ses côtés. Mais c'est plus possible qu'il soit la cible unique des défenses adverses. Parce que si tu te concentres entièrement sur Garland, tu laisses Mitchell tout seul. Et tout à coup, il a beaucoup plus de liberté, il a beaucoup plus d'espace. Et ça, moi, je trouve qu'il en tire vraiment profit. Finalement, il force moins, il laisse davantage le jeu venir à lui. Et en plus de ça, finalement, en jouant comme ça, il a de meilleures stats, il est encore plus propre, et honnêtement, moi j'adore ce qu'il propose. Quand Mitchell est absent sur blessure, le mec en plus de ça, il se chauffe, il reprend les rênes du lead, et ça marche sans problème, même si ça n'a pas terminé sur une win, moi c'est 51 points face à Minnesota cette saison m'ont vraiment marqué, et je crois qu'elles ont marqué les esprits tout court, et c'était la preuve que Garland, il était en pleine confiance en ce moment depuis ce début de saison. Cette vague en plus, il a profité pour surfer dessus, quelques jours plus tard, il a réitéré face à Charlotte, avec cette fois-ci 41 unités à son compteur, avec Mitchell en plus à ses côtés, qui était pas en reste parce qu'il a mis 34 points, c'est la preuve que le duo fonctionne. Donc je disais, ils se sont tellement bien partagé la balle que ça a fonctionné à Cleveland et qu'il y a eu la win au bout. Et c'est ouf en vrai, ce backcourt, alors qu'il a que quelques semaines d'existence commune, il fait déjà partie des tout meilleurs backcourts de la ligue. Leur jeu est dynamique, il est agressif, et avec ces deux mecs-là, on a un scoring qui peut vraiment venir de partout à Cleveland, aussi bien dans la peinture qu'à mi-distance qu'au périmètre. Et moi, ça je trouve que ça permet à ces Cavaliers d'avoir une attaque variée et surtout imprévisible, ce qui n'était pas le cas avant. Ajoutons à ça que ces deux mecs ont un excellent sens de la passe, alors Garland plus que Mitchell, mais Mitchell, quoi qu'on en dise, ça reste un vrai passeur qui a un vrai QI basket, et en plus ça se voit, ils ont envie de jouer ensemble, de se trouver, et forcément dans cette ambiance-là, dans cette dynamique-là, tout va bien pour ces Cavaliers qui non seulement montrent un potentiel certain, mais en plus réalisent un début de saison hyper respectable. Maintenant, je parle beaucoup du duo, mais pour revenir à Garland plus précisément, j'aime son jeu, qui est déjà très très mature pour son âge, et c'est encore plus flagrant cette saison, mais par-dessus tout, j'aime comment, avec sa vitesse, il peut être vraiment un joueur électrisant. Il fait des jumpers, des doubles pas, des passes super bien senties, des gros lay-ups, une super finition, un shoot à 3 points qui est insolent parfois, il fait tout, moi j'adore le voir jouer, et bon là vous le voyez pas, mais derrière j'ai son maillot qui est suspendu, et franchement, ouais, depuis sa sélection All-Star de l'an dernier, et malgré des changements dans l'effectif de Cleveland, malgré tout ce qu'on pouvait penser, il a pas ralenti le Darius, ce qui montre non seulement qu'il a du talent, mais ce qui montre aussi qu'il a un vrai sens de l'adaptation. N'importe qui n'aurait pas pu s'adapter à côté de Mitchell sur le backcourt, et lui il le fait en ce moment avec brio. Donc quand on voit à son âge, il arrive vraiment à faire ces choses de fou, à jouer si bien, mais à 22 ans, sky is the limit pour lui, moi j'ai envie de dire, son potentiel est complètement dingue. Donc aujourd'hui, on juge pas du potentiel, on juge du niveau actuel, mais franchement, moi je parle de sky is the limit, mais déjà aujourd'hui, les étoiles, il en est pas loin. C'est donc très naturellement, presque sans hésiter en fait. Si j'ai un peu hésité au début, mais quand j'y ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit oui, Garland doit être dans ma liste aujourd'hui, et je suis bien content de le présenter, parce que pour moi, il mérite réellement.
Pour le 5e joueur aujourd'hui, on va parler de l'un de vos chouchous, ou en tout cas l'un des chouchous des fans de la Grande Ligue, il s'agit de Ja Morant, évidemment, vu que son maillot en 2022, c'est juste le plus vendu parmi tous les joueurs NBA, un truc de dingue à seulement 23 ans. Et c'est vrai en même temps que le gars il est kiffant, et je comprends qu'on ait envie d'acheter son maillot tellement il est spectaculaire. C'est un joueur qui est super vif, super athlétique, qui a une détente de kangourou, et avec sa vitesse en drive, il peut planter juste des tomards de fous furieux qui constamment font le tour des planètes, de la planète sur ses highlights. Néanmoins, Morant, c'est pas juste du spectacle et des paillettes comme certains l'ont fait, c'est aussi énormément de talent, c'est un vrai sens du jeu, un vrai talent de passeur aussi, de playmaker, mais surtout des appuis de fou furieux et une capacité à finir des deux mains, près du cercle, même dans les positions les plus acrobatiques avec un mix de toucher et d'explosivité qui tout simplement fait déjà partie des toutes meilleures de toute la ligue. C'est peut-être l'un des meilleurs, voire le meilleur finisseur en NBA actuellement, Ja Morant. Le mec qui peut aller se frotter à tous les défenseur de la ligue, quel que soit leur physique, même s'ils font 30 kilos de plus que lui, tout simplement parce qu'il a peur de rien, et cette confiance, quand on le regarde jouer, elle est belle à voir, même si je sais que certains trouvent qu'il trash talk un peu trop, moi je trouve il arrive bien quand même à placer le curseur entre la confiance et l'insolence un petit peu. Alors je sais, il en énerve certains, mais globalement c'est quand même un mec qui fait kiffer. Déjà la saison dernière, il a énormément fait parler, il a été sélectionné en tant que titulaire dans un premier temps au All-Star Game, dans un second temps ensuite il a remporté le trophée de MIP, celui qui récompense la meilleure progression, et même si pour moi c'était mérité bien sûr au vu du statut qu'il a su atteindre, cette meilleure progression, aujourd'hui c'est plus non plus ce type de trophée que le meneur vise, parce que comme Luka Doncic, dans les jambes, il a le potentiel d'un MVP en puissance. Regardez ses stats à lui aussi, alors c'est peut-être pas autant de points que Luka Doncic, mais quand même 29 points de moyenne, 7 passes décisives et une adresse qui est de plus en plus propre, alors que c'était une de ses faiblesses pour lui qui bosse sans relâche, notamment sur son shoot à 3 points, et qui de plus en plus cette saison, avec une adresse à 39% de loin, peut voir les fruits de son travail, et pour ça, bravo à lui. Ce que j'aime, c'est que c'est un marqueur de points incroyable, qui peut rentrer des shoots aux 3 niveaux, qui peut être dangereux de partout vraiment, mais pour autant, il reste aussi un vrai meneur, pas juste un scoreur. Il est un gars qui organise le jeu aussi, qui gère le tempo, qui gère le rythme, qui peut leader, qui lance les systèmes, qui fait jouer les autres, et qui arrive aussi à les mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors ok, comme la grande majorité, voire même la totalité des joueurs que j'évoque aujourd'hui, il défend pas beaucoup, même s'il a fait des gros progrès dans le domaine lui aussi. J'ai dit que Luka Doncic en avait fait, Anthony Edwards, il peut être un bon défenseur quand il veut, mais le problème c'est qu'il veut pas assez souvent, et je trouve que Morant, il est toujours pas génial dans le domaine, mais pareil, c'est pas non plus catastrophique. Mais en vrai, peu importe finalement, j'ai pas non plus envie de trop m'attarder sur sa défense parce que son talent offensif compense aisément cette pseudo-faille. Et on le voit, à Memphis, quoi qu'en disent les stats, quel que soit le bilan des Grizzlies sans Ja l'an dernier, il est essentiel. Et tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, on ira débattre ensemble. Et puis cette saison d'ailleurs, ça se voit, les 3 matchs qu'il a manqué déjà, les Grizzlies les ont perdus cette fois-ci. Et ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Balle en main, c'est un cauchemar pour tous ses adversaires, il peut être clutch, il fait souvent les bons choix en plus, et s'il continue à progresser à son rythme là, ce rythme de dingue, ce rythme effréné, il y a moyen que ça fasse vraiment peur. Donc là, on va juger le présent encore une fois. Cette saison, c'est vrai, il a une cheville douloureuse, mais quand même, il a déjà fait quelques cartons, il a fait une pointe à 49 points, et réellement, il fait déjà partie des meilleurs de la ligue, à mon sens, à seulement 23 ans. Son triple-double de dimanche soir a également montré à quel point il pouvait être polyvalent, il pouvait être complet. Alors, est-ce qu'il fait partie des meilleurs jeunes ? Ça me semble être une évidence. En tout cas, il fait partie clairement de ces gars pour lesquels j'ai pas réfléchi une seconde avant de les mettre dans ma liste aujourd'hui, évidemment. Parlons de mon dernier choix donc pour aujourd'hui, et par contre, pour celui-là, pour celui de Zion Williamson que vous voyez sur le visuel, je le cache pas, j'ai réfléchi pas mal. Depuis sa draft, ça on le sait tous, Zion c'est un phénomène, un joueur athlétique comme on en avait rarement vu dans l'histoire, avec une puissance qui est dévastatrice et qu'on attendait beaucoup comme un joueur générationnel. Ça il a pu le montrer dès sa saison sophomore, durant laquelle il a fini All-Star avec des moyennes affolantes de 27 points et 7 rebonds, en étant coaché par un Stan Van Gundy qui littéralement faisait passer absolument tout le jeu par lui. Alors collectivement, ça n'a pas du tout fonctionné chez les Pels, tant Zion faisait tout, et dans cette équipe qui possédait peut-être l'une des attaques les plus prévisibles et stéréotypées de la ligue, c'est embêtant ça, mais peu importe, à seulement 20 ans, Zion montrait, au moins statistiquement, que la hype qu'il y avait autour de lui, malgré des soucis de poids et des soucis de blessure, elle n'était pas volée, le talent il était définitivement là. Sauf que le problème c'est que pour sa 3e saison, c'est-à-dire la saison dernière, il a absolument pas joué, même pas un match, et encore une fois, il était blessé, son poids, sa forme physique étaient sans arrêt remis en cause,
et à juste titre, et malgré tout le talent qu'il détenait, déjà, on pouvait s'imaginer qu'il pourrait faire partie de ces talents potentiellement gâchés, de ce genre de joueur exceptionnel, qui avait le potentiel pour tout péter, mais qui n'arrivait pas à maintenir une forme physique suffisamment bonne pour résister au marathon de 82 matchs que représente une saison NBA. Alors pendant ce temps, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Pelicans ? Eh bien ils ont été super précautionneux. Plutôt que de le faire jouer trop tôt l'année dernière, même si Zion et son clan réclamaient plus ou moins de jouer, mais ils ont attendu pour être sûr qu'il se remette bien, en pensant aussi à son futur. Ils lui ont trouvé un diététicien qui travaille au quotidien avec lui, un cuistot aussi, et surtout, ils lui ont proposé un contrat avec tout plein de clauses qui disaient que s'il dépassait un tel poids, par exemple, ou un certain taux de masse grasse, il toucherait pas ses bonus. Bah ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Si t'arrives pas à appâter Zion Williamson avec l'esprit compétitif, tu l'appâtes avec les dollars. Et entre les mains, s'ils ont fait ça, le front office, c'est qu'ils savaient qu'ils avaient un potentiel diamant vraiment, mais que si ce diamant t'y faisait pas suffisamment attention, si t'essayais pas de le driver comme il faut, eh ben il pourrait se transformer en boulet, et vu le potentiel du boulet, ça aurait été dommage d'en arriver là quand même. Résultat, cette saison il est revenu, et c'est vrai que pour le moment, on parle assez peu de lui globalement. Dernièrement, on a tendance à l'économiser dès qu'on peut se le permettre, on essaie de pas trop lui donner de temps de jeu non plus, et surtout à la moindre alerte physique, on préfère le manager, un peu le load manager, et c'est pour ça qu'il a déjà manqué quelques matchs cette saison. Alors en attendant, c'est vrai, Zion, il est loin des stats qu'il avait quand il était sophomore, il paraît peut-être un peu plus humain, moins dominant, mais ça, moi j'ai l'impression que c'est surtout une apparence. Aujourd'hui, en fait, on a un Willie Green qui l'utilise moins, mais qui l'utilise mieux, contrairement à un Stan Van Gundy qui le faisait carrément mener le jeu. Willie Green, il le fait pas appeler les écrans, et forcément son usage est moins important. Du coup, il score moins, même si 23 points par match, c'est déjà vraiment bien pour un joueur de 22 ans. Mais moi, je pense que c'est plus efficace pour les Pels. Surtout c'est mieux pour l'équipe qui, jusque-là, réalise un début de saison qui est plus qu'honorable. Donc ouais, il est moins dominateur qu'avant, sa santé aussi oblige à être prudent, encore plus qu'il y a 2 ans, je pense. Mais est-ce pour ça qu'il faut pas lui donner une place aujourd'hui dans mes 6 meilleurs joueurs de 23 ans ou moins, alors qu'on a tendance à l'oublier vite aussi, il a seulement 22 ans et lui aussi il a le droit de faire des erreurs? Je pense pas. Là, moi le concernant, j'ai l'impression d'observer une montée en puissance qui est progressive, en tout cas cette saison, et plus il va retrouver son rythme, lui qui vient de passer un an sans jouer, on ne peut pas non plus être trop exigeant et trop impatient, et plus il va retrouver son niveau. Alors je dis pas qu'il va se remettre à tourner à 27 points par match aux Pelicans, et en vrai j'espère pas, parce que dans une équipe avec des gars comme Ingram ou McCollum, ce serait néfaste de trop l'utiliser, ce serait néfaste qu'il fasse trop tout comme c'était le cas avec Van Gundy. Mais je pense par contre qu'il va se montrer de plus en plus utile et plus en plus valuable. Et même si c'était face aux Spurs, la semaine dernière par exemple, moi j'ai adoré l'impact qu'il a eu. En seulement 27 minutes, il a planté 32 points à 14 sur 18 au tir, c'est super propre, et en plus de ça, il a pris 11 rebonds, ça commence vraiment à être lourd. C'est toujours un gars qui est capable d'aller chercher des ballons très hauts, qui peut bully n'importe qui, il peut poster, il peut driver, il peut aller au cercle, il peut démolir le cercle aussi, et il peut même s'écarter. En fait, il le fait de mieux en mieux, je trouve. Donc c'est vrai, pour l'instant, il prend pas beaucoup de shoot extérieur, ça reste faible en termes de volume, mais il sait choisir les bons, et ça fait que dans ses pourcentages, même de loin, les stats et les chiffres qu'il montre restent très intéressants. Et puis voilà, dans la raquette, j'en ai même pas parlé, mais quand il commence à prendre confiance, à être dans le rythme, il devient inarrêtable. Il a du toucher, c'est parce que ça on l'oublie, c'est pas juste une bête de puissance, bien sûr il a de la puissance, mais il a un vrai toucher, et tout ça fait qu'il tourne à 58% de réussite au global, alors qu'il subit en face la pression des plus gros big men adverses, qui souvent sont bien plus grands que lui, parce que je le rappelle, Williamson fait 1m98 seulement, et moi je trouve ça juste très fort. Alors lui non plus, c'est pas un expert de la défense, il est trop lourd pour ça, pour être suffisamment mobile et pour switcher, mais au moins il pourra faire le minimum et protéger un tant soit peu le cercle, et vraiment, finalement, je m'attendais pas à aussi bien que ce que je vois cette saison en défense. En fait, je m'attendais à rien concernant Zion défensivement, et là, il montre des petites choses qui me laissent assez enthousiaste. Et puis globalement, même j'aime son attitude. C'est un mec qui communique, qui place ses gars, qui vient en aide, qui essaye de s'afficher en leader aussi, et à s'inscrire dans une défense collective, et vraiment, c'est plus du tout le trou noir qu'il avait pu être par le passé, notamment pendant sa saison sophomore. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression en plus qu'il connaît un peu mieux son corps, qu'il comprend que pour éviter les pépins, c'est mieux d'y aller crescendo. Alors c'est vrai, à cause de ça, il est sûrement pas au niveau où on l'attendait à la base au moment de sa draft pour sa 3e saison, mais franchement, est-ce que c'est pour ça qu'il faut déjà totalement s'alarmer? Je pense pas, parce que quand il est en forme, quand il est en bonne santé, Zion Williamson fait d'ores et déjà partie des joueurs les plus dévastateurs dans la ligue, dans la peinture, qui peut vraiment défoncer quasiment n'importe qui, et ce, à seulement 22 ans. Donc s'il continue sur ce rythme, ça peut vraiment aller loin. Par contre, aujourd'hui, on parle du niveau, et rien que ce qu'il montre aujourd'hui, vraiment, regardez ses stats de toute façon, même si je sais qu'on est très critiqué avec lui, pour moi, ça mérite une place dans la liste, dans la vidéo de ce jour. Épilogue. Du coup, pour faire le bilan,
Avant de vous donner le classement, moi il faut que je vous parle de mes mentions, parce que comme je vous le disais, j'ai eu pas mal de crève-cœur, et j'ai eu un crève-cœur en particulier, et vraiment je suis dégoûté de pas lui avoir trouvé de place, c'est Tyrese Haliburton. Et vraiment ça a été difficile, et si j'ai finalement préféré d'autres joueurs comme LaMelo Ball, comme Anthony Edwards, comme Zion Williamson, comme Garland, comme Doncic et comme Morant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont montré plus de choses sur les dernières années que Tyrese Haliburton. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ce qui fait, si on jugeait que sur cette saison, Haliburton aurait clairement plus sa place qu'un LaMelo Ball par exemple, qui lui n'a joué que 3 matchs. Mais moi j'ai quand même pensé à ce qui s'est passé avant, et en fait à part Edwards, Anthony Edwards, tous ceux que j'ai choisis ont déjà été All-Star et ont confirmé sur une plus longue durée. Maintenant, c'est clair que là, Tyrese Haliburton, il est vraiment bien lancé et sa place, peut-être que dans quelques semaines, je regretterai de pas l'avoir mis. Mais vraiment, c'est mon plus gros crève-cœur et donc lui, je tenais à lui faire un gros big up parce que pour moi, en vrai, il aurait fallu en mettre 7 dans la liste. Maintenant, c'est le jeu, je me limite à 6. Mais franchement, il aurait pu et j'aurais très bien compris dans vos votes qu'ils finissent peut-être 4ème, 5ème, 6ème, peu importe. Peut-être qu'il aurait pu mériter. Donc c'est un choix qu'il a fallu faire, c'était un choix tranché. Comme je vous l'ai dit, c'était plutôt une question de passif et de confirmation et d'échantillon que j'ai trouvé plus important chez ceux que j'ai choisis. En tout cas pour la plupart, je comprends très bien que vous le mettriez dans les 6 et pour ça je vous en voudrais pas. Maintenant je veux faire aussi des big up à d'autres joueurs que j'ai bien aimés, que je trouvais peut-être un petit peu trop limite, notamment en termes d'échantillon, mais on a du Paolo Banchero, du Scottie Barnes, du R.J. Barrett, du Cade Cunningham, du Tyler Hero, du Bénédicte Mathurin, du Tyrese Maxey, du Evan Mobley, du Jordan Poole, du Anthony Simons, du Franz Wagner. Tout ça c'est des très bons joueurs qui ont tous 23 ans ou moins, qui pour moi étaient quand même un petit peu trop limite pour avoir leur place aujourd'hui. Pour moi il y avait les 6 que j'ai présentés aujourd'hui, il y avait Haliburton juste après ou juste au même niveau que certains des 6, et ensuite tous ceux que j'ai présentés. Mais maintenant c'est l'heure de vous dévoiler le classement final, en tout cas ceux que vous avez choisis de la place 6 à la place 1. Et on va voir qui, pour vous, en tout cas, est le meilleur jeune de 23 ans ou moins. Et en numéro 6, c'est LaMelo Ball. Donc LaMelo Ball qui effectivement, je crois qu'il paye son début de saison, où il n'a pas beaucoup joué. Et effectivement, même la deuxième partie de saison des Hornets va contre lui. Je trouve que l'année dernière, il avait très bien commencé la saison et il a mérité sa sélection All-Star, même s'il a profité de certaines absences. Mais vraiment, il a progressé, il est flashy, il joue bien, il est super complet, il fait des triples-doubles. Je vais pas refaire tout son profil parce que je l'ai donné tout à l'heure. Mais là, oui, effectivement, je crois qu'il paye le fait d'être blessé. Et donc, il arrive 6ème dans le classement. Moi, perso, il arrive 5ème, mais je vous filerai mon classement, je vous filerai mon classement à la fin. En numéro 5, vous avez mis le Ant-Man, Anthony Edwards, qui lui aussi, à mon avis, de toute façon, je l'ai vu dans le chat, beaucoup vous serviez comme argument, et je peux l'entendre, de ce début de saison. En fait, finalement, en 5ème et 6ème, vous avez mis ceux qui ratent le plus le début de saison. Peut-être qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes critères, parce que moi, j'allais voir plus loin, j'allais voir sur ce qui avait été accompli. Donc lui, Anthony Edwards, n'a pas été All-Star, mais ce qu'il a montré sur la deuxième partie de saison dernière, post-All-Star Game, c'était vraiment de niveau All-Star. Lui, ça fait un moment qu'il est bon. Alors moi, je veux pas juste le juger sur un mois un petit peu plus en deçà, un petit peu plus en dessous, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. Moi, je veux lui laisser le temps de s'adapter. Vous avez été, alors je dirais pas sévère, mais en tout cas, ça fait qu'il arrive à la 5ème place. En 4ème, vous avez mis Zion, et ça, moi, ça m'étonne. Je pensais pas que vous le mettriez si haut, mais encore une fois, je pense que c'est une question d'échantillon. C'est vrai qu'il avait fait une saison sophomore très bonne. Là, il est un petit peu moins bon, mais quand même, ses stats, 23 points, 6,4 rebonds, 3,7 passes, c'est propre, c'est lourd. Je vais arrêter de dire le mot lourd pour Zion, mais c'est plutôt propre. Moi, en vrai, je l'avais mis 6ème. Dans mon classement, j'avais mis Zion en 6, j'avais mis LaMelo en 5, et j'avais mis Edwards en 4. Donc ça, c'est notre plus gros désaccord, en fait. J'avais mis Zion plus bas que vous. Vous le mettez en 4, et c'est vrai qu'il reprend bien. Et si on garde seulement en échantillon son début de saison, je comprends que vous le mettiez si haut. Moi, ce que je retiens, c'est que son talent, il doit le prouver encore plus sur la durée, et pour l'instant, il a peut-être pas encore fait assez de matchs en carrière pour que je le place définitivement, en tout cas aujourd'hui, devant LaMelo Ball et Anthony Edwards, même s'il a toujours un potentiel de ouf, mais aujourd'hui, on ne juge pas du potentiel. Et ensuite, pour les places 3, 2, 1, on est d'accord, on a mis le même ordre, donc là-dessus, je vais pas parler de mon classement pendant des heures. En numéro 3, vous avez mis Darius Garland, là-dessus, on est d'accord, On l'attendait pas à ce niveau-là il y a encore 1 an et demi, mais il a complètement explosé la saison dernière. Il nous fait des trucs de grands malades. Là, l'arrivée de Donovan Mitchell, ça l'a pas du tout éteint. Ils arrivent très bien à partager le ballon, comme on a dit. Et surtout, au lieu de voir qu'ils se marchent sur les pieds, on voit qu'ils arrivent très bien à profiter des espaces qu'ils créent les uns aux autres. Non, bravo. Enfin, c'est balèze ce qu'est en train de faire Darius Garland à 22 ans. Et je suis très content qu'il soit sur le podium aujourd'hui, dès 23 ans au moins. En 22, ça fait beaucoup. 22, c'était l'âge de Garland. En numéro 2, vous avez mis Ja Morant. Et effectivement, l'année dernière,
dernière et même cette année, hein, il peut être en discussion pour le MVP, donc c'est fou. Alors il est peut-être pas top 3, comme le sera notre numéro 1 du classement du jour, mais pourquoi pas prétendre au top 5 MVP dès cette année. C'était déjà un titulaire en puissance au All-Star Game, on va pas refaire tout son profil à lui aussi, c'est un excellent joueur, et moi aussi, il était numéro 2 de ce top 6, et en numéro 1, évidemment, Luka Doncic, comment faire autrement? Luka Doncic, comme je le disais, déjà candidat au MVP, pour certains en tout cas, qui prennent moins en compte le bilan collectif que moi, mais pour certains, il est le MVP de ce début de saison, et c'est vrai que si on regarde ses stats et son impact individuel, et qu'on met un petit peu plus de côté l'impact collectif, oui, c'est le meilleur joueur de la ligue, donc effectivement, c'est normal qu'il soit numéro 1 de ce classement du jour, et là-dessus, encore une fois, on est d'accord. Donc je récapitule, votre classement numéro 1, Doncic, numéro 2, Ja Morant, numéro 3, Darius Garland, notre désaccord, vous avez mis Zion en 4, moi je l'ai descendu en 6, en numéro 5, vous avez mis Anthony Edwards, qui pour moi du coup arrivait en 4, en numéro 6, vous avez mis LaMelo, qui du coup pour moi arrivait en 5, et moi j'avais mis Zion juste après. Donc finalement, à part Zion, on est sur quand même pas mal d'accords, et j'ai trouvé ça super intéressant de faire ce classement avec vous. Voilà pour ce qui est de mes Rising Stars de 23 ans ou moins, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous validez ce classement? Est-ce que vous avez des désaccords? Dites-moi tout ça en commentaire. À chaque fois, vous le savez, ça m'intéresse à fond de connaître vos tendances. Petite question aussi que j'ai à vous poser. En ce moment, je bosse avec un abonné qui est graphiste aussi, et qui a refait tout mon design et toutes mes miniatures. Vous trouverez ses coordonnées dans la description. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous changeriez des choses? J'ai besoin de vos retours là encore, si vous avez des suggestions. Lâchez-vous, la section commentaires est là pour ça. Je vous le rappelle également, si vous voulez manger à prix réduit, c'est avec Foodies que ça se passe, et leur abonnement, vous trouverez encore toutes les infos dans la descro. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, et merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Là en plus, en période de Movember, vous avez vu le compteur, vous ferez une bonne action en sub sur Twitch. Alors qu'attendez-vous? C'est le moment ou jamais. Alors encore une fois, comme pour tout le reste, si vous voulez rejoindre cette grande famille, tout se passera dans la description. À très vite.